La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec Joseph de Châteauvieux aujourd'hui, Head of Sales chez Staffme et ex-co-founder de Nestor. Salut Joseph. Salut Gabriel, comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, ça va super. J'ai l'impression de faire une intro de mes calls classiques avec tous mes prospects ou clients. Le salut, comment ça va? C'est devenu un réflexe myotatique presque Ouais. pour moi et toutes les équipes. Mais c'est toujours aussi sympa de pouvoir prendre un peu la température avant de commencer à échanger. Merci pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. Si tu peux nous en dire un peu plus et de ton parcours, parce que Nestor, comme je le disais quand on a préparé le podcast, c'était une entreprise qu'on utilisait chez 1 minute 30 et on commandait régulièrement chez vous. Et puis après, nous présenter Staffme et ce qui t'a amené à rejoindre Staffme après avoir créé Startup, l'avoir vendu, etc. Carrément, écoute, je vais essayer d'être, assez synthétique. C'est une histoire qui est assez simple et assez, cyclique. La boucle a été bouclée, tu verras en fin de presse. Donc moi, j'ai lancé Nestor, donc qui fait de la livraison de repas au déjeuner avec mes 2 copains d'enfance, Sixte et Benoît, quand on était encore étudiants à 22 ans, à Paris. Moi, j'étais en charge notamment de toute la partie développement commercial, marketing, communication et la gestion du service client. Et on a développé ça à partir de zéro, à partir de rien, vraiment sur l'intuition de dire, on n'a pas réinventé, la roue, hein, tu vois? C'était de dire: «On va essayer de livrer des plats de bonne qualité, notamment à l'heure du déjeuner aux gens qui sont, ben, comme toi, qui ont pas beaucoup le temps et qui ont envie d'avoir quelque chose de qualité pour pas trop cher». Ça a super bien fonctionné de manière très graduelle. On n'a jamais fait une énorme levée de fonds, on n'est jamais passé de 0 à 1000 en 1 semaine. Ça a été vraiment très, très linéaire, donc sur une croissance, où chaque jour on essaye de faire un tout petit peu mieux que la veille et c'était vraiment une belle école. Et puis pour nous 3, Sixte, Benoît et moi, ça a été un peu à la fois l'école pro et un peu l'école de la vie, parce qu'on a tout développé et tout découvert en même temps, sur le tas, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de conneries qui nous sont très utiles maintenant. Et donc au bout de 5 ans, avec un beau développement, moi j'ai été, méga usé physiquement, nerveusement. Je sentais que l'entreprise avait besoin d'un peu d'un souffle nouveau, que notamment sur la partie commerciale, il y avait des choses qu'il fallait réinventer. Mais il y avait plus de jus dans la machine, il y avait plus d'huile dans la friteuse. Du coup, ben, en discutant avec, Sixte et Benoît, je leur ai fait part que je pense que c'était le bon moment à la fois pour moi et pour l'entreprise de partir sur autre chose. Eux, ils ont continué 2 ans encore. La boîte a été reprise par Elior entre-temps. Elle continue, encore aujourd'hui sous pavillon Elior. C'est une grosse fierté, j'avoue, de voir encore le nom Nestor qui existe, de dire que c'est parti d'un brainstorming, sur la plage, un peu par hasard avec des copains il y a, presque 8 ans maintenant et qu'aujourd'hui, la boîte existe encore, le nom existe encore, que, il y a des milliers, des dizaines de milliers de Parisiens qui ont goûté à nos plats. C'est toujours une belle fierté. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir Head of Sales? Qu'est-ce qui me Staffme, alors il y a plusieurs petites histoires rigolotes. La première, c'est que Jean-Baptiste, qui est donc un des cofondateurs de Staffme, c'est un très bon ami, et que, en fait, avant de monter Staffme, il avait fait 4 mois en tant que coursier chez Nestor. D'accord. Et du coup, c'est notamment en étant au contact des coursiers, de tous ces auto-entrepreneurs, qu'il a eu l'idée de monter Staffme. Lui-même était étudiant, galérait à, avoir des petits jobs étudiants qui soient flexibles, qui correspondent à son planning et qui puissent être, bien rémunérateurs. Alors il nous connaissait, du coup il est venu chez nous et il s'est dit: «Tiens, il faut que je crée une plateforme qui puisse, ben, à la fois matcher les besoins des entreprises». Il voyait bien que nous, on avait des besoins dans notre croissance chez Nestor et les contraintes et en tout cas les possibilités que peuvent avoir les étudiants, où il y en a beaucoup qui ont envie de bosser, mais qui savent pas vraiment comment faire, qui ont pas de carnet d'adresses et c'est un peu galère parfois avec leurs emplois du temps. Donc du coup, on lui a un peu mis, sans trop le savoir, le pied à l'étrier. Il a créé Staffme en 2016 avec Amaury
Et moi, à une époque où je recherchais un nouveau challenge pro, on s'est rappelé et on s'est dit que ça serait sympa de continuer l'aventure ensemble. On s'est jamais vraiment perdu de vue. Donc j'ai commencé en commercial senior chez Staffmi en janvier 2021, puis 6 mois après, on a eu besoin de réaménager un petit peu la structure en interne et du coup, je suis passé head of sales il y a quasiment 1 an, l'été dernier. D'accord. Et tu devenu associé aussi au passage ou pas du Non, tout? moi c'était pas du tout un objectif, c'était pas du tout, ça a jamais été trop dans mes D'accord. discussions. L'aventure entrepreneuriale, pour le moment, je l'ai déjà vécue. J'essaye de plutôt, on va dire, redécouvrir, la partie management que j'ai, découvert sur le tas quand j'étais chez Nestor en faisant beaucoup, je pense, d'erreurs. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux de me dire que chez Staffmi, j'ai un contexte porteur, et favorable pour moi pour, recréer quelque chose là-dessus, revivre quelque chose et essayer d'apprendre de mes quelques années d'expérience que j'ai pu avoir, sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est pas du Ouais, tout non, mais mon c'est projet à tu vois, moi, ce tu vois? que je trouve assez marrant de le faire, souvent, et effectivement, quand tu arrêtes une aventure entrepreneuriale, tu vas peut-être plutôt aller dans un grand groupe ou Mmh, recréer une autre boîte. Là, c'est ce qui est intéressant dans ton choix, c'est que tu te retrouves dans une autre start-up ouais. en étant, head of sales, mais en étant partie, commerciale, à la base. C'est un redépart qui peut être un redépart de quasiment de sortie d'école et je trouve ça intéressant. Enfin, mais moi, je suis toujours intéressé par des démarches où surtout quand on est jeune comme toi, où on redémarre, où on accepte de pas monter trop vite, où on prend le temps de bien faire les choses. Aujourd'hui, il y a quand même et moi qui suis un plus vieux et à mon époque, il y avait pas toutes les opportunités que vous avez. Tu es encore jeune, Gabriel, tu es encore Non, jeune. non, mais je n'en doute pas. Mais, mais tu vois, il y a ce côté où j'ai l'impression que souvent ça va très, très vite chez les jeunes et avec l'envie d'être head of sales très vite, de sauter les étapes et cetera. Je trouve que ton parcours où tu es redescendu d'un cran de fondateur à, commercial, sans le faire dans un grand groupe, mais dans une start-up est intéressant, quoi. Et Merci, merci déjà et en effet, non, je pense que le parcours est intéressant. Alors il y a une expérience que j'ai pas citée entre les 2, c'est que je suis passé chez Open Classrooms, qui, était vraiment, la grosse scale-up à 500 personnes, où ouais, ce qui aurait été plus logique. j'ai appris plein de choses, mais où en fait je suis rentré en tant que commercial et j'ai envie de dire un peu lambda. Eux, ils ont beaucoup de moyens, j'ai appris beaucoup de choses chez eux, c'était une super équipe, mais en fait on était plein de commerciaux un peu surcapés si tu veux. À faire, et en fait, avec un gros entonnoir, quoi. On était, 10 super commerciaux, il y avait un poste au-dessus et on sentait qu'à un moment donné, ça allait pas le faire, quoi. Et en fait, D'accord. je me suis senti surtout, un peu, un parmi la multitude et en fait, je pense que quand tu as goûté pendant 5 ans à l'impact que tu peux avoir au quotidien, sur une boîte, que ce soit en tant que fondateur, mais aussi en tant que C-level un petit peu, en fait, ça te frustre de plus pouvoir avoir suffisamment d'impact et chez Staffmi, j'ai vite compris que quel que soit le poste que j'aurais, il y aurait cette taille et ce côté esprit de famille qui me permettrait de, pouvoir, poursuivre les actions que j'avais envie de mener les changements que je voulais mener et avoir un impact réel sur le business et l'organisation interne de la boîte. Ouais, non, mais c'est intéressant et moi, là où je suis d'accord avec toi, je trouve que les scale-up comme Open Classroom ou les gros scale-up là qui ont levé, qui sont des licornes, sont très vite devenus aussi, des grosses usines à gaz, En même comme temps, les c'est grands groupes. compliqué, hein, c'est Non, non, mais compliqué bien à sûr que c'est organiser hyper en même temps. compliqué, ils dépensent énormément d'argent, ils embauchent énormément, ça va très, très vite et en même temps, du fait que ça va très vite dans la construction d'effectifs, je trouve qu'en termes d'organisation, on retrouve assez vite pour bosser avec elles, des travers et des lourdeurs que tu retrouves dans des grosses boîtes, quoi. Ouais. Il y a quand même un vrai plaisir à être dans une petite boîte, start-up ou petite boîte PME, machin, qui est, comme tu le dis, d'avoir un impact, d'être opérationnel, de voir ce que tu produis, Mmh. d'avoir beaucoup moins de politique et de justement plein de gens qui se battent pour le prochain poste et qui dépensent une énergie folle pour obtenir le nouveau poste. Bon, bah, on a passé un peu plus de temps que prévu sur le parcours. Désolé. Juste que tu nous reprécises, parce que tu l'as un peu expliqué, ce que faisait Staffmi, c'est Ouais. de l'intérim? C'est comme ça que tu le Non, alors résumerais? c'est pas vraiment de l'intérim. Aujourd'hui, Staffmi, on fait du renfort ponctuel de personnel et D'accord, on est une plateforme de mise en relation entre, des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui sont indépendants. Donc, ils ont le statut d'auto-entrepreneur
et des entreprises qui ont besoin de renforts. Ça peut être des renforts très courts, j'ai besoin de quelqu'un pendant 2 heures parce que je déménage mes bureaux, ou des besoins un peu plus longs, un peu plus récurrents. Et du coup, on a 400 000 jeunes qui sont référencés sur notre plateforme partout en France métropolitaine. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent être à tout moment contactés sur des prestations sur lesquelles ils vont demander à pouvoir être contactés, et ensuite de pouvoir être mis en relation avec ces entreprises-là qui ont besoin de renfort. En Et fait, donc, on en va termes être de secteur d'activité, ça va être la restauration, ça va être les coursiers, ça va ouais, être... alors non, c'est vraiment, vraiment tous les types de secteurs. Tu vois, on a la capacité de pouvoir répondre, on va dire, à tous les sous-secteurs qui sont en tension. Pendant la crise du Covid, c'est un super bon exemple. On a beaucoup travaillé avec les pharmacies, avec les laboratoires qui avaient besoin de personnes pour faire des prélèvements antigéniques. Donc là, on a eu un pool d'étudiants en santé qui était disponible pour faire des prestations. Au tout début du confinement, quand il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, ça paraît loin maintenant, hein, c'est fou, hein, mais quand, je ne sais pas si tu te souviens, en mars 2020, c'était il y a 2 ans déjà, quand quasiment la moitié de la France s'est arrêtée, qu'il y avait du chômage partiel, qu'il y avait des gens qui prenaient des congés parce que les écoles étaient fermées. On a eu par exemple la grande distribution qui était en grande difficulté à ce moment-là, parce que la moitié des effectifs étaient absents. Et donc bah là, typiquement, une offre comme StaffMe permet de répondre très rapidement, avec des très gros volumes parfois, à ces types de besoins. Aujourd'hui, on peut à la fois travailler avec le brocanteur d'Avignon qui a besoin de quelqu'un pendant 3 heures pour une vente, pour porter des meubles ou pour prendre des notes, tout comme avec une très grande chaîne de grande distribution, ou avec des grandes chaînes de restaurants qui peuvent avoir besoin de renforts de manière ponctuelle, plus ou moins importante. Vraiment, on a toutes ces tailles et ces différents secteurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est organisé en secteurs chez nous. Tu vois, on n'est pas organisé en zone géographique ou en taille de boîte. La grande classique, tu vois, pour les organisations commerciales, c'est SMB, grand compte, etc. Nous, on est vraiment organisé en tant que secteur parce qu'on a identifié qu'on avait besoin de pouvoir se positionner en tant qu'expert auprès des clients qu'on pouvait avoir, auprès des entreprises avec qui on discute, et de pouvoir leur dire, moi j'ai commencé par exemple, tu vois, sur le secteur de la grande distribution, de pouvoir leur dire, ok, je connais ton métier, je connais tes besoins, parce que en fait, tous les jours, j'ai des Leclerc, des Monoprix, des Intermarchés, des Super U, des Biocoop, des Naturalia au téléphone, donc je sais de quoi je parle. D'accord. Et donc, en termes de secteur, parce que j'imagine que le brocanteur, tu l'as pas dans les secteurs et il te trouve un peu plus en inbound. Ouais. Les secteurs que vous avez, c'est restauration, grande distribution. Ouais, le retail, D'accord. on a le e-commerce, la santé. Donc aujourd'hui, nous, on a 3 grands pôles entre guillemets chez nous. On a découpé notre marché qui est quasiment infini, hein, puisqu'on pourrait travailler avec tout le monde. On a découpé notre marché en 3 grands pôles. Il y en a un qu'on appelle le secteur gilet jaune. No offense avec ce qu'on a pu voir avant, mais c'est parce que c'est tous les gens qui ont besoin de porter un gilet jaune. Donc c'est la grande distribution, c'est la logistique, c'est la mobilité, c'est les transports, etc. Ensuite, on va avoir retail restauration, pour résumer, et on va avoir e-commerce santé. E-commerce santé, c'est ensemble. Oui, c'est un pôle qu'on appelait le pôle fusion chez nous. La santé, en fait, avant Covid, ça n'existait pas. Du D'accord. coup, ça a émergé, et ça montre bien l'agilité qu'on peut avoir. Comme en fait, on maîtrise un peu les 2 côtés, on maîtrise l'offre et la demande. Ben, quand on a vu qu'il y avait une demande qui se faisait très forte au niveau des pharmacies, ben, on a pu, nous, contacter les étudiants en santé pour pouvoir les référencer chez StaffMe, pour qu'ensuite ils puissent venir en renfort. Donc du coup, c'est la grande flexibilité qu'on a. Quand on sent que ça bouge sur un sous-secteur, on peut très vite créer les 2 parties du tunnel de conversion, et comme ça pouvoir adresser presque quasiment une offre packagée, quoi. D'accord. Et juste e-commerce, que je comprenne bien, vu que c'est pas avec gilet jaune et que j'aurais pensé que e-commerce c'était plus de la logistique, c'est quel type de renfort en e-commerce? Alors on a un petit peu de tout. On peut avoir du renfort du type du service client, de la prospection D'accord. commerciale, de D'accord. l'assistance administrative, et après sinon oui, il y a de la préparation de commandes en entrepôt. Mais comme on est obligé d'un petit peu de sectoriser, sinon c'est la Ouais, ouais, pagaille entre les commerciaux et les équipes. On a sectorisé la logistique pure, les gens qui ne font que ça, et l'entrepôt d'une boîte de e-commerce. Alors, rentrons un peu dans le détail de cette organisation sectorielle. Ce qui est intéressant quand on a préparé l'entretien, c'était vraiment cette idée de dire que les sales bossaient main dans la main avec les CSM. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous préciser, nous expliquer? Bien sûr. Bah, donc du coup, cette logique de team sectoriel, en fait,
elle est la même au niveau des sales et au niveau des CSM, au niveau des opérations. Pourquoi? Parce que les équipes vont travailler sur les mêmes clients et de la même manière qu'un sales, lorsqu'il prospecte, il a besoin d'être expert sur son métier pour parler le même langage que son prospect. De la même manière, un CSM au quotidien, quand il est en contact avec son client, c'est beaucoup plus intéressant et pour lui et pour nous d'avoir cette vraie expertise qui se crée, cette habitude, et du coup de pouvoir être plus performant dans notre accompagnement. Du coup, en fait, on a les deux équipes, Sales et OP, et qui viennent se mettre ensemble dans les 3 teams sectoriels. Donc ça crée presque des business units en fait au sein de l'équipe, et les deux vont travailler sur les mêmes clients. Et cette notion de team sectoriel chez nous, elle est très très forte, et on sent qu'il y a une vraie solidarité qui se crée entre les commerciaux et les CSM pour pouvoir répondre au mieux à un besoin général qui est d'accompagner non plus un client, mais d'accompagner vraiment un secteur en particulier. Et donc le CSM, pour qu'on comprenne bien ce qu'il fait chez vous, c'est lui qui va chercher les étudiants, qui va s'assurer qu'ils viennent à l'heure au rendez-vous, ce genre de Alors mettre en place les contrats, ce genre de choses? alors le CSM, il est là pour, en fait, le sales va «signer» entre guillemets le client, lui dire: «Bon, dès que tu as un besoin de renfort, tu peux passer par Staffme». Le sales va continuer à développer ce client, notamment pendant 6 mois, pour regarder avec lui tous les types de prestations qu'on pourrait avoir, le type de profil dont il pourrait avoir besoin. Et au quotidien, le CSM, il est là pour capter les besoins clients, l'accompagner pour qu'il puisse poster ses prestations sur la plateforme et encadrer le matching entre les étudiants et le client. D'accord, donc c'est si jamais, il y a un problème avec un étudiant, c'est auprès du CSM que le client se Exactement, retrouve? même si dans la grande majorité des cas, clients et staffeurs gèrent les choses en direct. Nous, on est là pour pouvoir créer la mise en relation à l'origine. Ensuite, les relations, elles se font entre eux. D'accord, et c'est vous qui payez l'étudiant? Non, 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 nous, on ne paye personne, si on paye juste nos employés. Mais comme les staffeurs sont indépendants, en fait, D'accord, on a un oui, système quand le client paye 2 heures de ouais, prestation, c'est en fait, il y a un double paiement. On passe par un intermédiaire, en fait, de d'accord, paiement qui fait la séparation automatiquement entre la commission Staffme et la rémunération de la prestation. d'accord. Et de fait, dans votre organisation, ce qui est intéressant, c'est que vos commerciaux sont full stack et Ouais, donc ils font la prospection, le closing, donc il y a pas de ouais. différenciation SDR à eux. Non, En revanche on est en train de l'essayer, tu vois? C'est intéressant, d'accord, on est en train de l'essayer. On se rend compte que ça a des limites chez nous, notamment parce qu'en fait, on a un service qui est hyper simple à vendre. On n'a pas besoin de faire une démo de 1/2 heure pour t'expliquer l'avantage du logiciel et cetera. L'idée, c'est de dire quoi? Tu as des besoins parce que tu as des trous dans tes équipes. Tu passes par qui aujourd'hui? Tu passes par de l'intérim, tu passes par des copains, tu passes par des CDD, tu passes par personne et tu galères. Nous, on peut te permettre de faire ça. OK, pas OK, crac. Donc en fait, il y a cette notion-là déjà. La première, c'est que l'explication, le pitch et l'adoption du service peut être très, très rapide. Et la deuxième, c'est que nos personas peuvent être des gens qui ont vraiment, vraiment pas le temps et que si tu les as captés une fois, tu es déjà hyper heureux. Je prends l'exemple, par exemple, d'un directeur de supermarché. Si tu arrives à avoir le directeur du supermarché au téléphone, si tu as 5 minutes, tu as envie de tout lui lâcher en 5 minutes. Parce que ça se trouve, c'est que dans 8 mois qu'il aura 5 minutes à te donner. Donc le fait de prendre un rendez-vous pour quelqu'un d'autre, ce qui est la base d'un oui, BDR bien ou d'un sûr, SDR, c'est quasiment contre-productif dans au moins la moitié des cas. Donc d'accord, aujourd'hui, on est en train un peu d'itérer, mais donc ouais, en effet, nos sales sont full stack, ils gèrent la prospection, ils gèrent la conversion, donc c'est-à-dire le fait de passer de inscrit à client, c'est-à-dire d'avoir posté une première mission. Parce que chez nous, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de MRR. C'est que l'utilisation qui crée le chiffre d'affaires. Et ensuite, du coup, les 6 premiers mois de vie du client, c'est le sales, pareil, qui développe. Donc, il a une casquette de SDR, une casquette d'AE et une casquette d'account manager. d'accord, d'accord. Et tu me disais que le fait de créer ces binômes sectoriels créait un vrai intérêt commun. Ouais. Heu, tu peux nous préciser cet aspect-là? Et on touche, déjà quasiment à la fin de l'interview. Bah oui, carrément. En fait, ce qui est important, c'est de casser l'image classique du silo entre les sales et les CSM. Ne pas avoir ce sentiment qu'un CSM bosse pour un sales et que le sales
entre guillemets, casser l'image un peu de star que peuvent avoir de temps en temps les sales versus les CSM, parce que les 2 sont très interdépendants. Pour que le sales réalise son chiffre, il faut que le CSM, crée tout ce qu'il faut pour que la mission soit bien staffée, que le sales en soi ne peut pas réaliser de chiffres tout seul. Il a besoin du CSM. Et le CSM ne peut pas réaliser de chiffres si le sales n'a pas ramené de nouveaux clients. Donc les 2 sont interdépendants et c'est quelque chose sur lequel je me suis pas mal attelé au début, de réussir à créer cet écosystème vertueux où les équipes poursuivent les mêmes objectifs, chacun avec ses qualités et ses angles d'attaque en tant que sales ou en tant que CSM pour faire augmenter le chiffre de la team en général. Donc on les a intéressés d'un point de vue variable sur un chiffre collectif. Ils ont leurs objectifs individuels, mais ils ont un chiffre de team commun. Et puis, il y a plein de moments où en fait le sales a besoin de faire un peu le boulot du CSM parce que il y a tellement de demandes entrantes qu'il faut les traiter et c'est comme ça qu'on génère du chiffre. Et à d'autres moments de l'année, le CSM a besoin de faire du boulot de sales avec beaucoup de relances, avec beaucoup de rendez-vous, etc. parce que il faut générer du chiffre. Donc là-dessus, on sent que les 2 parties sont venus se fondre au sein de la team sectorielle pour créer un écosystème hyper vertueux et que ça soit naturel aujourd'hui. Ça crée une grande solidarité, c'est très naturel et ça nous permet de pouvoir répondre à tout ce qui peut se passer en termes de haut ou de bas. Super. Merci beaucoup, Joseph. C'était hyper intéressant. Le temps est passé très vite. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Salut Joseph. Salut Gabriel.